Bonjour les curieuses et les curieux du ciel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet absolument fascinant, les trous noirs. Ce qui est absolument fascinant avec les trous noirs, c'est que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie en 1989, les trous noirs n'étaient encore qu'une hypothèse mathématique. Et aujourd'hui, en 2020, on a la certitude que les trous noirs existent et on en a déjà photographié un et repéré plusieurs dizaines. Vous avez, je pense, déjà entendu parler de la force de gravitation. C'est la force qui fait que les corps s'attirent. En l'occurrence, c'est la force qui fait que, ici, je suis assis par terre, je repose par terre. La terre m'attire. On sait que pour se libérer de la force de gravitation à la surface de la Terre, il faut une vitesse de 11 km par seconde. On sait depuis le XVIIe siècle, la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. C'est énorme, vous me direz, et néanmoins c'est une vitesse qui est finie. Et donc au XVIIIe siècle, un chercheur du nom de Mitchell s'est dit, se peut-il qu'il existe dans l'univers un corps qui soit suffisamment lourd, de telle manière que sa force de gravitation soit tellement intense que même la lumière à 300 000 km par seconde ne puisse pas s'en échapper. C'est ainsi qu'est né le concept des trous noirs. C'est beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, avec les équations d'Einstein, avec la théorie de la relativité générale d'Einstein, que les trous noirs sont apparus de manière théorique et mathématique, non pas simplement sur une intuition. Comment ça s'est passé? Einstein a publié sa théorie de la relativité générale en 1915. Et une année plus tard, et cette histoire est absolument incroyable, une année plus tard, Einstein recevait un courrier d'un officier prussien du nom de Schwarzschild. Et Schwarzschild, qui était sur le front russe dans l'armée prussienne, avait résolu les équations d'Einstein et avait trouvé qu'une possibilité des équations d'Einstein était justement les trous noirs, était justement la possibilité de l'existence de corps suffisamment massifs qui, au-delà d'un certain rayon, retenaient toute la matière jusqu'à la lumière, que la lumière ne pouvait pas s'en écarter, s'en libérer. Et il a également démontré que les masses, qui sont responsables de la gravitation, déforment l'espace et le temps. Donc la Terre, ici, déforme d'une certaine manière l'espace et le temps, de telle manière qu'un rayon lumineux, s'il passe à proximité de la Terre, il est légèrement dévié. De même que si un rayon lumineux passe à côté du Soleil, il est légèrement dévié. De même qu'un rayon lumineux, lorsqu'il passe à côté du centre d'une galaxie extrêmement massive, est dévié. Et pareil pour les trous noirs, sauf que là, le rayon n'est pas dévié, le rayon est prisonnier du trou noir, tellement la masse et la densité est importante. Il y a deux grands types de trous noirs, les trous noirs stellaires et les trous noirs supergéants. Alors on imagine d'autres trous noirs comme les trous noirs primordiaux et les trous noirs intermédiaires ou hybrides. Mais en tout cas, les trous noirs stellaires viennent de la fin des étoiles massives, de l'effondrement des étoiles massives, qui se passe pour des étoiles qui ont un peu plus, au moins au minimum 4 masses solaires, donc 4 fois la masse du Soleil. Et ces trous noirs, on pense qu'ils sont extrêmement nombreux. On en connaît une vingtaine, mais connaissant le nombre d'étoiles massives qui ont dû se créer et disparaître depuis la création de notre galaxie, on imagine que le nombre est évidemment beaucoup plus grand. Et puis les trous noirs supergéants, eux, c'est d'immenses trous noirs qui font plusieurs millions de masses, voire milliards de masses solaires, qui sont pour la plupart, donc je pense même dans l'entièreté, à l'intérieur des galaxies, au centre des galaxies. Donc il y a le trou noir Sagittarius A qui est au centre de la Voie lactée, et ces trous noirs qui proviennent de l'effondrement des gaz et des matières primordiales à la création des galaxies, on pense qu'ils ont un effet structurant sur la création des galaxies et des formes des galaxies. Alors vous me direz, hein, comment fait-on pour observer, pour détecter un trou noir? C'est effectivement pas très simple. Eh bien, on travaille de manière indirecte. Comme on ne peut pas voir directement le trou noir, ce qu'on fait, c'est qu'on va observer l'environnement proche du trou noir.
Et donc si je reprends ma petite histoire lorsque j'ai débuté l'astronomie en 1989, on parlait beaucoup d'un système qui est situé dans la constellation du Cygne, qui s'appelle Cygnus X1. Pourquoi? Parce que c'était une très puissante source de rayons X. Et qu'est-ce qu'on voyait sur Cygnus X1? On voyait une étoile supergéante qui avait un mouvement qui semblait tourner autour d'un autre objet. Sauf que cet objet, il était invisible. Et aujourd'hui, avec les systèmes de détection qui ont été développés, on a pu avoir la certitude que Cygnus X1 était un trou noir. Autre exemple, on sait aujourd'hui qu'au cœur de la Voie lactée, au cœur de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif qui s'appelle Sagittarius A. C'est une source radio très très connue dont on parlait déjà lorsque j'ai démarré l'astronomie, mais sans avoir de certitude qu'il y avait un trou noir. On sait aujourd'hui que ce trou noir fait 4 millions de masses solaires. Prenez la masse du Soleil qui dépasse déjà l'entendement humain. 4 millions de fois cette masse-là, la masse du Soleil. Autre élément incroyable, on a pu photographier un trou noir à l'intérieur d'une galaxie, à l'intérieur de la galaxie M87 qui se situe dans la constellation de la Vierge. Et là, on voit très bien sur l'image qui apparaît sur cette vidéo que le disque autour du trou noir est extrêmement bien visible et évidemment, il n'y a aucune lumière qui vient du trou noir. Cette photo a été réalisée en combinant les signaux de plusieurs télescopes au monde. C'est le résultat d'une grande coopération scientifique internationale où on a pu faire quelque part un télescope qui a le diamètre de la Terre. Un télescope aussi grand que la Terre. Enfin, on a pu mesurer une collision entre deux trous noirs. Ça a été mesuré pour la première fois à la fin de l'année 2015 et pour cela on a utilisé un détecteur d'ondes gravitationnelles qui s'appelle le LIGO. Il y a une autre partie du détecteur qui s'appelle le Virgo qui lui est installé en Italie. Le LIGO lui est aux États-Unis. Comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai expliqué tout à l'heure que les masses déformaient l'espace et le temps. Les trous noirs sont deux masses extrêmement denses, deux objets extrêmement denses. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de la détection de ces ondes gravitationnelles? Ces deux trous noirs ont fusionné et ont déformé brutalement le champ gravitationnel. Et cette déformation du champ s'est répandue dans l'univers, un peu comme les ondes à la surface de l'eau. Et plusieurs millions d'années plus tard, je pense même que ce système est à 1 milliard d'années-lumière d'ici, donc 1 milliard d'années plus tard, les perturbations gravitationnelles sont arrivées sur Terre et ont été mesurées par le LIGO. Et donc, deux découvertes en même temps, on peut mesurer enfin l'existence des ondes gravitationnelles, et en plus, on a pu mesurer la fusion entre deux trous noirs, qui étaient relativement massifs. Donc c'est absolument fascinant ce qui s'est passé là en fin 2015. La recherche sur les trous noirs avance à une vitesse fulgurante et la découverte du mois de mai, c'est le trou noir le plus proche de la Terre. Il est à une distance de 1000 années-lumière dans la constellation du Télescope, donc c'est dans l'hémisphère sud, ça ne s'invente pas, la constellation du Télescope. Et c'est un trou noir qui fait partie d'un système gravitationnel à 3 corps. Donc il y a 2 étoiles et un autre compagnon invisible que l'on sait aujourd'hui être un trou noir. Alors 1000 années-lumière, c'est proche et en même temps c'est très très loin et je vous rassure, il n'y a aucun danger pour nous. Alors la petite note people de cette vidéo, je vais vous parler de Kip Thorne qui est un scientifique qui a reçu le prix Nobel de physique, qui travaille sur les ondes gravitationnelles et les trous noirs depuis 40 ans. Et donc il a participé à la détection des ondes gravitationnelles avec le LIGO. Eh bien Kip Thorne était conseiller scientifique pour Christopher Nolan dans le cadre du film Interstellar. Donc si vous voulez vous baigner dans un film qui traite d'astrophysique, de déformation de l'espace-temps, je vous encourage à aller voir le film Interstellar. Toujours dans les références cinématographiques, je vous encourage à visionner le film sur la vie de Stephen Hawking, ce génial physicien
qui occupait la chaire précédemment occupée par Isaac Newton à l'université de Cambridge en Angleterre. Et Stephen Hawking a énormément apporté à la compréhension et à la théorie sur les trous noirs. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Non seulement j'ai trouvé l'acteur génial dans son incarnation de Stephen Hawking et son incarnation de la maladie également. Et on y voit un petit peu de l'évolution de la théorie de l'astrophysique à cette époque-là. Cette vidéo sur les trous noirs est terminée. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas un sujet facile. Il y a pas mal de lectures intéressantes. J'ai trouvé, je vous mettrai ça en commentaire, je vous ai trouvé un site sur Futura Science, sur la définition des trous noirs, sur les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs. Je trouve qu'ils ont des articles qui sont extrêmement bien faits, donc allez-y. Vous pouvez également lire le bouquin Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui est magnifique comme bouquin. Il a publié récemment, peu avant sa mort, un entretien sur les dernières évolutions sur les trous noirs, également très intéressant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est un petit mantra. N'oubliez pas de vous émerveiller, de rester curieux et prenez soin de vous. À bientôt.